Eh bien bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Passion Immo, et puis aujourd'hui nous allons parler encadrement des loyers. Alors l'encadrement des loyers, sujet complexe, polémique, parce que vous avez des gens qui sont farouchement favorables à l'encadrement des loyers, d'autres qui y sont très opposés. Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'on se lance des noms d'oiseaux concernant l'encadrement des loyers, mais parfois, on n'en est pas loin, quand même. Alors évidemment, sur une question comme ça, je vais vous expliquer un certain nombre de choses, et j'ai eu la chance de rencontrer et d'interviewer Nina Baudière-Servat, qui est avocate à Montpellier et présidente de l'UNPI 34. Donc au titre de présidente de l'UNPI, elle a évidemment un point de vue concernant l'encadrement des loyers. Et pourquoi on va parler de l'encadrement des loyers à Montpellier ? Tout simplement, Montpellier fait partie de ces villes pour lesquelles, relativement récemment, la municipalité a décidé pour 2022, pour l'été 2022, de mettre en place l'encadrement des loyers dans la ville. Donc, elle est très bien placée pour ça, d'autant plus que, comme on va le voir au cours de l'interview, il y a une procédure qui est engagée contre la ville, contre la ville, en tout cas contre cette décision de mise en place de l'encadrement des loyers. Alors, l'encadrement des loyers en France, c'est une histoire qui est relativement récente, même si on peut noter, presque pour l'anecdote, mais sur un plan historique, je trouve ça assez intéressant, c'est qu'au XVIIe siècle, donc ça ne nous rajeunit pas, au XVIIe siècle, on a pris en France des arrêtés, plus particulièrement sur Paris, parce qu'on voulait engager une réduction des loyers. Donc comme quoi déjà le problème se posait. Et d'ailleurs quand on lit un petit peu, quand on s'intéresse à l'histoire de Paris, l'histoire ancienne de Paris, le problème du logement a toujours été une problématique sur Paris, donc c'est pas nouveau. Voilà, faut pas se dire, tiens, au XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, est apparu un problème de logement dans la capitale. Pas du tout. Et puis, si je vais plus loin, on peut même dire que cette problématique affecte toutes les grandes capitales dans le monde. Voilà, il ne s'agit pas de relativiser le problème, mais tout simplement ne pas avoir une vision trop ethnocentrée de ce problème. Ça ne concerne pas que la France, ça ne concerne pas que Paris. Pour autant, malgré cette mise en lumière dans l'histoire un peu ancienne, c'est la loi Allure de 2014 qui est la vraie tentative pour essayer d'éliminer les excès de cette hausse continue des loyers qu'on constate à Paris, mais pas qu'à Paris, dans les très grandes villes. Alors ça a été expérimenté principalement dans un premier temps sur Lille et Paris. C'est été annulé par décision de justice, qui montre que les choses ne sont pas si simples, qu'il y a une vraie opposition sur ces questions-là. Alors si on résume aujourd'hui l'encadrement des loyers, alors il y a deux sortes d'encadrement. Voilà, il y a un encadrement au niveau des loyers dans un certain nombre de communes, et puis il y a un encadrement qui s'applique dans des zones tendues du territoire. Alors les deux dispositifs se ressemblent, on va pas non plus dire qu'ils sont totalement dissemblables. Ils ont été réglementés principalement par la loi Allure en 2014, et puis par la loi Elan plus récemment. Alors évidemment, il y a au-delà de la technicité de cet encadrement des loyers, de cette limite qui est posée à la liberté du bailleur, parce que c'est un petit peu ça qu'il y a derrière, et on va en parler à un moment donné, évidemment, il y a possibilité de sanctionner. Il existe une action en diminution du loyer, que peut engager le locataire à l'encontre de son bailleur. Et puis le locataire peut aussi très bien saisir le préfet pour que le préfet mette en demeure le bailleur de respecter ce plafond. Donc il y a des choses qui existent. Et puis les villes mettent en place des dispositifs un petit peu particuliers. Je pense notamment à la ville de Lyon, qui veut mettre en place un système presque je mets des guillemets, de brigade de surveillance des loyers. Donc, il veut aller assez loin dans la surveillance, en fait, de tout ça. Parce que il est très clair que vous pouvez mettre toutes les réglementations du monde, si elles ne sont pas respectées, ça sert à pas grand-chose. Or,
Ce que l'on constate sur Paris depuis la mise en place de l'encadrement des loyers, c'est que c'est respecté plus ou moins. Il y a un article qui était paru dans Le Monde l'année dernière qui mettait en avant que visiblement 37% des bailleurs ne respectaient pas. Donc c'est quand même relativement important. Alors, quelles sont les villes aujourd'hui qui sont concernées par ces dispositifs ? Il y en a beaucoup quand même. Je ne vais pas toutes les citer. Il y a Paris, il y a Lille, il y a Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte. Bon, c'est-à-dire toutes les villes de la proche de Paris, notamment dans le 93. Voilà, on peut ajouter Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, etc. Et puis, depuis le 1er décembre 2021, il y a Lyon et Villeurbanne, et Montpellier qui va... Bordeaux, faut pas que j'oublie Bordeaux qui arrive aussi sur ce terrain de l'encadrement des loyers, et Montpellier qui va y arriver en 2022, une décision qui a été prise en 2021 avec une application en 2022. Donc, pas mal de villes en France se penchent sur la question, souhaitant mettre en place l'encadrement des loyers. Donc c'est loin d'être un épiphénomène. Il y a quand même moi je trouve, il y a un vaste mouvement quand même en faveur, en tout cas côté municipalité, de l'encadrement des loyers. Le problème que ça va poser, c'est du côté de l'investisseur. Évidemment, je ne nie pas, et je vais en dire quelques mots après, je ne nie pas la difficulté du locataire, évidemment, à se loger, bien au contraire. Mais l'UNPI, notamment, qui est ce syndicat qui regroupe en fait les bailleurs en France, se dit, voilà, il y a un modèle d'investissement qui est en train de tomber. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux modèle d'investissement ? Là encore, il faut en dire deux mots. Le modèle d'investissement, c'est le bailleur, j'ai envie de dire modeste. Bailleur modeste, pour moi, n'est pas péjoratif. Simplement, j'étiquette ici une catégorie de bailleurs. C'est le couple, par exemple, qui a la quarantaine, qui a fini de payer son habitation principale et qui se dit, tiens, maintenant, on va investir dans un studio, un T2, éventuellement un T3 qu'on va donner à la location. On va emprunter pour le financement de ce bien, on va le donner à la location, le loyer va nous servir pour partie, évidemment pas en totalité, le loyer va nous servir en partie à rembourser le prêt, et puis voilà, on va arriver tranquillement comme ça, on aura peut-être terminé de payer ça à la soixantaine, un peu avant, à l'approche de la soixantaine, et donc ça nous donnera un complément de revenu à l'âge de la retraite. Donc ça, c'est un modèle d'investissement classique. Donc je ne suis pas en train de parler ici évidemment des gros investisseurs qui vont venir éventuellement voir l'agent immobilier pour s'occuper de sa gestion locative et qui ont plusieurs dizaines de biens immobiliers à la location. Évidemment, ils ont un poids économique, c'est évident, mais c'est ce modèle d'investissement qui va attirer le particulier, ce particulier qui, à un moment donné de sa vie, il est hésitant. Est-ce que je vais acheter un bien immobilier pour faire du locatif ? Est-ce que je vais aller sur de l'assurance vie ? Est-ce que je vais aller éventuellement sur les marchés financiers, etc. C'est-à-dire, il se pose une vraie problématique d'investissement. Et quel va être ce retour sur investissement ? Alors, bien sûr, et c'est ce que pointe ici l'UNPI, qu'est-ce que c'est qu'un retour d'investissement dans un contexte d'un bien que je possède, dans une ville qui a mis en place l'encadrement des loyers ? Et évidemment, on peut se poser la question. Quel va être ici le retour sur investissement ? Alors, pour comprendre tout ça, évidemment, il faut parler 2 secondes de la loi de l'offre et de la demande. Impératif. Qu'est-ce qui fixe le montant des loyers ? C'est la loi de l'offre et de la demande, de la même manière qu'elle va fixer le montant des prix au mètre carré quand on veut acheter un bien immobilier. Bon, c'est-à-dire en toute simplicité, dans une ville donnée, plus vous avez de biens qui viennent à la location, et plus les loyers vont être faibles. Et à l'inverse, dans une ville où vous avez peu de loyers, peu de biens à la location, les loyers vont monter. C'est un vieux principe qui est intangible. Alors déjà, ça veut dire une chose, c'est que la problématique des loyers chers n'est pas vraie partout. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'endroits en France où on n'a ni de problème pour se trouver un logement, ni de problème pour trouver un logement relativement accessible. Donc ça va concerner un certain nombre de villes.
Évidemment, c'est les grandes villes principalement. Hein. Si là, tout à l'heure, j'ai cité Paris, Lille, Lyon, Montpellier, Bordeaux, bon, c'est pas un hasard. Hein. C'est-à-dire, c'est des villes où il y a une forte demande de location. Parce que les gens viennent s'y installer, en toute simplicité. Ils viennent y chercher du travail, et souvent en trouver. Il y a des étudiants qui viennent accomplir leurs études, etc. Bon, donc il y a une forte demande, et il n'y a pas toujours l'offre en place. Et donc là, on a tous les ingrédients pour avoir des loyers relativement forts. Et on le constate, effectivement, on ne va pas tourner autour du pot. Quand on regarde l'évolution des loyers de ces 30 dernières années, bon, effectivement, on voit bien qu'il y a une problématique quand même difficile. Hein, Paris, pas qu'à Paris, il y a une problématique vraiment difficile avec des loyers qui peuvent être effectivement élevés. Comment on lutte contre ça ? Contre les loyers élevés, c'est-à-dire contre une offre qui n'est pas suffisamment importante, il y a un premier moyen, c'est de construire. Alors de construire ou alors de mettre sur le marché des biens qui, a priori, ne sont pas loués. Parce que les propriétaires ne souhaitent pas le faire, bon, il peut y avoir tout un tas de raisons. Alors, donc, mais construire, ça pose un problème. On construit sur quoi ? Faut trouver du terrain, tout simplement. Est-ce qu'on trouve aisément aujourd'hui du foncier sur Paris, sur Lyon, sur Bordeaux ? Non, pas aisément, voilà, tout simplement. Il n'y a qu'à regarder comment nos villes sont bâties. Il suffit de se balader dans une ville pour constater qu'il n'y a pas pléthore de terrains libres. Bon. Donc ça, c'est un premier problème. Mais qui est un problème très fort, puisque ce levier qui serait celui de la construction neuve, il ne permet pas fondamentalement de mettre sur le marché suffisamment de biens nouveaux pour contraindre cette hausse des prix. Et là, on s'expose à un problème qu'on a depuis des décennies en France, hein, qui est un vrai souci, c'est la difficulté à bâtir des logements neufs. Voilà. Alors, on se souvient du cri de colère de l'abbé Pierre au cours de l'hiver 1954, qui mettait en avant cette problématique de manque de logements. Quand vous regardez des statistiques précises des biens construits, mis sur le marché chaque année, on voit qu'il y a un déficit, en fait, année après année, qui est rarement résorbé, enfin qui ne l'est pas, hein, d'ailleurs. Et donc, on a ici une vraie difficulté. Donc, ce levier, il est très imparfait, en tout cas, pour contraindre les prix des loyers. Alors l'autre levier, qui j'ai envie de dire est un peu une solution de facilité, c'est-à-dire devant le constat d'échec de ces loyers qui ne cessent d'augmenter, on se dit on va les limiter. Voilà. Pour prendre un exemple qu'on a actuellement, on a cette discussion dans d'autres domaines. Hein. Quand vous avez aujourd'hui les prix à la pompe qui augmentent très fortement, vous avez des voix qui disent faut bloquer les prix. C'est pas si simple. Alors, je veux pas rentrer dans la discussion économique. C'est un peu la solution de facilité. Voilà, ça résout pas le problème de fond. De toute manière, ça résout jamais la problématique. Mais bon, je referme la parenthèse sur les prix de l'essence, mais on voit bien, voilà, ça concerne pas exclusivement l'immobilier. Donc en fait, on a un peu l'impression quand même que les pouvoirs publics en 2014, quand ils réglementent, quand ils donnent la possibilité d'encadrer les prix, on a quand même le sentiment que les pouvoirs publics, ils choisissent un petit peu la solution de facilité, c'est-à-dire l'encadrement des loyers. On n'arrive pas à construire suffisamment pour faire que l'offre de logement soit suffisante pour que les prix n'augmentent pas trop, on va aller vers l'autre solution qui est de limiter la possibilité qu'a le bailleur d'augmenter les prix. Et là, ça pose un problème du côté des bailleurs. Pourquoi ? Alors, là encore, sans aller trop dans le détail, le marché de la location, c'est un marché d'équilibre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un marché d'équilibre ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas grand-chose pour le déstabiliser. C'est-à-dire qu'il faut à la fois trouver
des prix qui permettent en fait aux locataires de plutôt aisément louer un appartement pour ses besoins de travail, pour sa famille, pour aller étudier, etc. Bon, tout ce qu'on veut. Et il faut en même temps trouver un prix suffisamment attractif pour qu'un bailleur se dise « Bon, moi j'ai envie d'investir sur du bien locatif pour en tirer un revenu ». En tirer un revenu, c'est pas un gros mot, c'est pas une insulte, c'est légitime. Ça veut pas dire que les gens vont rouler sur l'or. Là, c'est pareil, faut arrêter de fantasmer sur des propriétaires fonciers qui seraient installés sur des montagnes d'or. Peut-être pour certains, mais une grande majorité, comme je l'ai rappelé au début de ma présentation, reste quand même des gens relativement modestes, voilà, et qui vont investir pour se donner eux-mêmes un complément de revenu. S'ils n'ont pas la possibilité de tirer un revenu suffisant, ils vont pas aller sur ce genre d'investissement. Donc vous voyez, il y a un équilibre quand même qui est pas évident ici à tenir. Or, et là, je ne fais ni politique, ni polémique, ni quoi que ce soit. Bon, c'est jamais l'objet dans ce podcast, mais force est de constater que depuis 2014, il y a un équilibre qui n'est plus trop du côté du bailleur. Bon, déjà, la loi Allure de 2014, elle avait rendu quand même beaucoup plus favorable aux locataires l'environnement du bail. Bon, on protège davantage le locataire. Pourquoi pas? C'est un choix, hein. Là-dessus, je ne dénie même pas cette possibilité. On a fait l'encadrement des loyers. Je mets un autre élément en perspective. La très forte augmentation de la taxe foncière, pareil depuis 20 ans. Ça, c'est un élément qui pèse quand vous achetez un bien pour le louer. Je pourrais citer là encore la réforme du DPE de 2021. Cette réforme du DPE qui fait que pour certains biens mal classés, donc qui sont plus ou moins mal isolés, mal chauffés, etc., il y a des contraintes qui vont peser sur les bailleurs. Tout ça mis ensemble, parce que c'est comme ça qu'il faut raisonner, font que ça alourdit fortement la barque des bailleurs. Et donc, attention que l'ensemble de ces contraintes qui affectent, vous voyez, au fil du temps, on rajoute des petites mesures comme ça, ça ne dissuade pas les propriétaires de louer un bien. Parce que de toute façon, si on a ce phénomène, ça se fera au détriment des locataires. Donc attention, vous voyez, l'équilibre ici, il est tenu. Alors maintenant, pour en revenir à Montpellier, parce qu'en fait c'est un petit peu ce qui va nous occuper, alors le conseil municipal de Montpellier a décidé en fait que l'encadrement des loyers allait s'appliquer à partir du 1er juillet 2022, donc bientôt. Alors tout de suite, vous avez des organisations syndicales qui sont montées au créneau. Je pense, la FNAIM 34, qui elle-même a dit « cet encadrement des loyers, à Montpellier en tout cas, il est injustifié, inapproprié et contre-productif ». L'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI, qui est soutenue également par la FNAIM, a saisi le Conseil d'État et elle dénonce en fait le projet du maire de Montpellier, Michaël Delafosse, son projet d'encadrer les loyers et de restreindre leur évolution sur le centre-ville. Alors, voilà un petit peu le contexte à la fois de cet encadrement des loyers, de la situation à Montpellier. Et donc, nous allons écouter maintenant mon entretien avec Nina Baudière-Servat. Alors avec elle, on va comprendre comment fonctionne cet encadrement des loyers dans une ville comme Montpellier, un peu plus précisément que je viens de vous le dire, pourquoi la mesure n'est pas acceptée par les propriétaires bailleurs de la ville, et comment cette procédure a été engagée devant le Conseil d'État, pour essayer de contrecarrer la décision qui a été prise par Montpellier. Et tout ça va poser en filigrane ce qui pourrait être la grande question: est-ce que l'encadrement des loyers, en définitive, ne vient pas démolir la rentabilité des biens que vous possédez dans une ville à partir du moment où on vous restreint en tant que bailleur sur la liberté de fixer vous-même votre loyer. Écoutons maintenant Nina Baudière-Servat dans cet entretien que j'ai réalisé avec elle.
Nina. Bonjour. Très bien. Alors, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. On va parler encadrement des loyers. Un encadrement qui est inscrit déjà dans la loi depuis 7 ans maintenant, qui fait parfois même beaucoup polémique quand un certain nombre de municipalités veulent le mettre en place, au point d'ailleurs que certaines d'entre elles vont jusqu'à reculer sur ce qu'elles avaient prévu. Alors, tout simplement, je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter. Alors, donc je m'appelle Nina Baudière, je suis avocate au barreau de Montpellier et présidente de l'UNPI 34, la Chambre des propriétaires de Montpellier, depuis maintenant 2 ans. Donc dans ce cadre, nous nous sommes intéressés à l'encadrement des loyers. On s'était déjà rapproché des chambres de Lyon, Grenoble, Bordeaux et Paris il y a un peu plus d'1 an pour appréhender les modifications qui étaient à venir. Ouais. Alors, peut-être avant d'aller sur les particularités locales, est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, qui sont peut-être pas très au fait de la loi sur l'encadrement des loyers et qui est assez technique, il faut le reconnaître, est-ce qu'on peut résumer dans quelles conditions une municipalité peut éventuellement mettre en place un encadrement des loyers sur le territoire de la commune ? Bien sûr. Alors donc c'est au terme de l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, donc la loi Elan, que à titre expérimental et pour une durée de 5 ans à compter du 24 novembre 2018, dans les zones tendues, les EPCI compétents ont pu demander qu'un dispositif d'encadrement des loyers préfectoral soit mis en place. Donc il faut répondre à 4 conditions qui sont cumulatives pour prétendre à cet encadrement des loyers. Première condition, c'est un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et celui constaté dans le parc locatif social. Le deuxième critère, c'est un niveau de loyer médian élevé. Le troisième critère, c'est un taux de logement commencé rapporté au logement existant sur les 5 dernières années faible. Et le quatrième et dernier critère, c'est des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements. Donc, c'est-à-dire les constructions à venir. D'accord. Donc, a priori, on est sur des critères objectifs qui, en bonne logique, n'appellent pas de discussion, ou ça peut être le cas ? Alors déjà, ce sont les observatoires des loyers. Donc, à Montpellier, c'est l'ADIL qui recueille ces données. Déjà, dans le fait de collecter ces données, il peut y avoir discussion selon les critères que l'on prend, les sites que l'on consulte, les données que l'on compare. Donc, évidemment, rien que sur cette donnée-là, il peut y avoir des interprétations. Ensuite, concernant... si je peux me permettre, c'est fâcheux ça en quelque sorte. C'est-à-dire que déjà à la base, il peut y avoir discussion sur les statistiques qui servent ensuite à justifier l'encadrement. C'est ce qui est quand même normal et compréhensible. Les statistiques sont des données qui ne sont pas totalement exactes. Il faut bien sûr pondérer. On comprend que recueillir les données n'est pas une chose facile. C'est pour ça qu'il y a une marge d'erreur. D'accord. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de loyer médian. Ouais. C'est que c'est très difficile de donner un prix au mètre carré, parce qu'en fait, c'est bien ça qu'il faut comprendre. L'encadrement des loyers, on n'est plus comme on était auparavant sur l'encadrement de l'évolution du loyer. On est sur l'encadrement d'un prix. Ce qui est totalement différent. Pour un logement, il va y avoir un prix au mètre carré. Et donc, effectivement, il faut être très rigoureux parce qu'il y a des conséquences qui sont lourdes pour le propriétaire. Et donc, comme je vous le disais, dans le calcul des observatoires, il peut y avoir discussion. Et dans la lecture des conditions telles qu'elles sont rédigées, on est parfois un petit peu vague parce que des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, j'ai l'impression que c'est peut-être le critère sur lequel il peut y avoir le plus d'interprétation, en fait. Exactement, et on en parlera tout à l'heure, mais pour Montpellier, on est la 2e ville de France qui construit le plus, quasiment à ex-aequo avec Toulouse. Donc, nous parler de perspectives de logement à l'avenir limité, on n'y croit pas trop, sauf à inverser totalement la politique et en refusant d'accorder des permis de construire à l'avenir.
on est quand même dans une dynamique de construction avec de nombreux arrivants qui viennent à Montpellier tous les mois. Donc, on considère qu'on a justement des perspectives. D'accord. Alors, si on refait le timing des choses, à partir de quel moment la municipalité commence à parler, sans officialiser peut-être nécessairement dans un premier temps, commence à parler d'encadrement des loyers à Montpellier? C'est tout récent ou il y a eu une Non, alors c'est par une première délibération du 15 septembre 2020 que le Conseil de la métropole de Montpellier a autorisé le président de la métropole à demander à l'État la mise en place d'un dispositif d'encadrement des loyers. J'ai une question toute bête par rapport à ça. Ça avait fait partie du débat public au moment des dernières municipales ou pas ? Ça avait été évoqué. Maintenant, on n'a jamais eu, et ça je vous le dirai un petit peu après, on n'a jamais eu vraiment le dossier tel qu'il avait été présenté. D'accord. On ne sait pas quel est le dossier qui a été présenté, donc il y a eu cette première délibération, et ensuite le décret du 2 septembre 2021 qui a admis la mise en place sur l'intégralité du territoire de la commune de Montpellier de ce dispositif d'encadrement des loyers. Étant précisé que à Montpellier, l'arrêté préfectoral n'a pas encore été pris, alors qu'à Lyon, c'est le cas. Oui. À Montpellier, je crois qu'ils avaient tablé sur juin. Oui, c'est a priori ce qui est annoncé, effectivement, au printemps 2022. Ouais. Alors, donc, le gouvernement a autorisé que l'encadrement des loyers puisse se faire, c'est ça en fait ce qui s'est passé, et puis on est sur une prévision d'une mise en place qui se ferait en fait au printemps. Alors visiblement on vous laisse, la municipalité laisse un petit peu de temps pour vous retourner, ce qui n'est pas tout à fait le cas à Lyon où certains ont été surpris de mesures qui venaient assez vite à partir du moment où l'encadrement était annoncé. Oui, nous on a aussi été invités en qualité d'association représentative des bailleurs au comité de pilotage de l'encadrement des loyers qui s'est tenu donc en septembre. Il va y avoir plusieurs réunions donc qui se tiennent avec la métropole de Montpellier. On a à peu près la même position que la FNIM qui s'est joint à notre communication et à ce stade pas encore à notre cours, mais ce sera certainement le cas. Donc on est un petit peu dans l'opposition et on est là pour essayer de faire avancer le débat et de représenter les bailleurs en indiquant que on a quand même beaucoup de contraintes avec l'encadrement des loyers tel qu'il est proposé, le permis de louer qui est mis en place à Montpellier, dans un contexte où ça plus le diagnostic performance énergétique, on a des contraintes qui sont très très lourdes pour les bailleurs et pas vraiment de contrepartie, que ce soit pour on demande des subventions pour la rénovation du bâti, pour certains types de construction en centre-ville et là on le voit, c'est beaucoup de contraintes. Pour l'objectif, c'est quoi en réalité? C'est de pallier l'insuffisance de logements. Or, en encadrant les loyers, ça ne va pas avoir pour effet de créer du logement. Au contraire, le risque et l'effet pervers que l'on souhaite à tout prix, que l'on cherche à tout prix à éviter, c'est le fait que certains bailleurs retirent leurs biens du marché parce que l'encadrement des loyers tel qu'il va être mis en place reviendrait notamment pour les appartements de petite superficie à un prix au mètre carré extrêmement bas et compte tenu par exemple pour les studios du turnover parce que c'est des étudiants qui restent un an et par rapport aux charges et à l'entretien de ces biens-là, certains bailleurs pourraient ne plus mettre leurs biens sur le marché. Alors certains objectent alors je fais l'avocat du diable ici, mais certains objectent que ça c'est un peu une vue de l'esprit et que fondamentalement un bailleur ne va pas retirer son bien du marché parce que après tout il a intérêt à le louer. Vous en pensez quoi vous de cette objection? Alors moi, à l'association, donc à l'UNPI Montpellier, on voit principalement des bailleurs qui ont des problèmes. Ouais, alors justement, parce qu'on fait un accompagnement. Ouais. Et honnêtement, c'est pas simple, l'investissement locatif.
comporte des risques, les impayés de loyer, les dégradations locatives, différentes choses qui peuvent conduire le bailleur dans des situations extrêmement difficiles. Et pour expulser, on le sait, c'est très très compliqué. Ouais. Et par exemple, à l'UNPI, vous voyez ça vraiment concrètement, des gens qui, à un moment donné, se disent bah non, je vais arrêter de louer en fait s'il y a trop de contraintes. Oui, c'est en train d'arriver. Ouais. Alors bien sûr, c'est pas le but parce que non. Ça fait mal au cœur d'avoir un appartement et de pas pouvoir le proposer. Hein. Ouais. Aujourd'hui, la situation du logement à Montpellier, comment on pourrait la résumer en quelques mots? C'est cher de louer à Montpellier. Si je suis locataire, c'est compliqué de trouver un logement, c'est compliqué y a des niveaux de loyer qui sont très élevés. Comment on pourrait caractériser cette situation? Disons que évidemment, trouver un logement qui correspond à ses attentes avec un loyer raisonnable, c'est pas toujours évident. Ce qu'on voit, et c'est ce qui avait été relevé par notre étude, c'est que quand on prend par exemple comme référence Le Bon Coin, Le Bon Coin, les appartements qui sont surévalués reviennent beaucoup plus souvent que les appartements qui sont à un prix juste. Et donc, ce qui se passe en pratique, c'est que les nouveaux arrivants peuvent se loger un certain temps dans un appartement qui est peut-être un peu au-dessus du prix du marché. Et très rapidement, ils trouvent quelque chose qui est dans les clous. Et ce sont des appartements, finalement, qui partent très vite. Ils partent très vite. Après, on a quand même une dynamique de construction qui est importante. Montpellier s'étend. Donc on a des perspectives. Et ce qu'on tenait aussi à souligner, c'est que le risque avec un encadrement à Montpellier, c'est que les investisseurs vont aller acheter des biens à Nîmes, à Béziers, et Montpellier finalement risque d'en pâtir. Oui, c'est exactement. J'ai eu des échanges avec des investisseurs lyonnais qui se posent exactement la même question, effectivement, en disant on va abandonner tout investissement sur Lyon même après si l'encadrement se met en place. Donc à vous entendre, on a le sentiment que cet encadrement, ce projet de la municipalité est totalement injustifié. Alors qu'est-ce qui justifierait en fait? Quels sont les arguments mis en avant fondamentalement? Alors déjà, c'est d'autant plus injustifié que nous avons formé un recours devant le Conseil d'État. On va y venir, avec donc 3 recours séparés. Donc il y a eu Bordeaux, Montpellier, Lyon. Donc on a pris le même avocat et donc on a fait un référé suspension pour demander la suspension du décret et un recours au fond. Le référé suspension répond à des conditions extrêmement strictes. Le recours est tout récent, hein, si j'ai bien compris, oui. Oui, on a fait un recours juste au mois de novembre. Et donc pour Lyon, la métropole s'est constituée. Pour Bordeaux aussi. Et pour Montpellier, par surprise, personne ne s'est constitué, donc ils n'ont pas pris d'avocat, ils n'ont pas non plus du coup communiqué leurs pièces et notamment communiqué le rapport qu'ils avaient déposé au soutien de leur demande. Donc pour nous, c'est un peu gênant parce que même si on est invité au comité de pilotage et que on arrive quand même à dialoguer et à débattre, on ne sait pas sur quelles données repose le dossier qui a été déposé. Ça, c'est un petit peu gênant. Ouais. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que ça signifie ne pas se constituer dans une procédure de ce type? Donc là, on est devant le Conseil d'État. Donc il faut prendre un avocat après le Conseil d'État. Ce sont des avocats parisiens qui sont spécialisés. Tout le monde ne peut pas le faire. Et pour se défendre, il faut donc prendre un avocat, se constituer, c'est-à-dire dire que l'on intervient et communiquer ses pièces, ses arguments. Voilà. Et pour Montpellier, alors qu'ils ont été informés de ce recours, aucune pièce n'a été versée, on n'a pas eu de son ni d'image. D'accord. Mais alors ça veut dire quoi, qu'ils se mettent hors du jeu de cette contestation qui de toute façon va avoir lieu. Je veux dire, ça, c'est pas parce qu'ils ne se constituent pas que le Conseil d'État ne se prononcera pas. Oui, exactement. Ça va être analysé. Alors on ne sait pas. Ça ne peut être que de l'interprétation. Est-ce que ils préfèrent laisser le Conseil
d'État arbitré? Oui. Est-ce que c'est un loupé? Est-ce que je ne sais pas. En tout cas, ça aurait été intéressant d'avoir connaissance des pièces. C'est toujours plus intéressant. Évidemment. Nous, on n'est pas, en tant qu'association de bailleurs, on n'est pas opposé à toutes les mesures. Ce qui nous révolte un petit peu, c'est l'emploi de termes comme marchand de sommeil, le fait que les loyers sont chers. Si on regarde bien, l'inflation a été beaucoup plus importante ces dernières années dans la consommation en général que concernant le logement. Le logement, c'est un poste qui finalement a beaucoup moins augmenté que l'inflation en général. Et on a la taxe foncière qui est beaucoup plus chère, on a des contraintes pour le bailleur qui sont très élevées. Et notamment à Montpellier, ce qu'on rencontre assez régulièrement, c'est la saisine des services d'hygiène et de salubrité pour les procédures de non-décence. Donc on a beaucoup de locataires qui en ce moment, notamment quand ils ont des problèmes d'impayés de loyer, saisissent le service d'hygiène au motif que l'appartement serait insalubre parce qu'il peut y avoir, notamment en centre-ville, des problèmes d'humidité et parfois des problèmes qui sont liés à l'absence d'entretien des locataires. Parce qu'on le sait, si on n'aère pas tous les jours, si on bouche les VMC, forcément de la moisissure peut se former. Et dans ces cas-là, le service d'hygiène se déplace et au terme d'une procédure non contradictoire, il dépose un constat de non-décence et la CAF est suspendue. Et donc ça, c'est aussi des procédures sur lesquelles on entend se battre parce que c'est des procédures qui sont non contradictoires. Et c'est un peu le problème en ce moment, c'est que finalement, toutes les mesures qui sont proposées pour garantir les droits des locataires, ce qui est très important, le sont souvent de façon non contradictoire. Et le fait que le bailleur ne puisse pas être invité à s'exprimer, c'est regrettable parce que, une fois de plus, on a une information qui est incomplète et c'est profitable ni pour le bailleur ni pour le locataire. Mais alors, pour le coup, cette municipalité de Montpellier, elle est selon vous, dans l'idéologie, dans l'affichage que oui, les bailleurs, c'est les méchants, ou alors elle est plus dans une vision technique des choses? Comment vous la percevez, cette municipalité? Je pense que la municipalité est dans une dynamique où ils ont un projet, ils ont envie de le porter et c'est très bien. Et peut-être par un petit manque de connaissance des réalités du bailleur, certains raccourcis sont pris et c'est un peu dommage. Maintenant, on essaye de fonctionner en bonne intelligence et il sera certainement possible dans les années à venir de s'entendre pour que les choses fonctionnent bien. Lors du comité de pilotage, on a évoqué la dissolution de l'AIVS de Montpellier. C'est l'agence immobilière à vocation sociale. C'est une agence immobilière qui permet aux bailleurs de faire du logement social, donc exonéré pour eux à hauteur de 85% des revenus fonciers, ce qui permet à la fois de permettre de faire une bonne action, de s'engager en proposant du logement social, tout en ayant un loyer assez bas, mais une réduction d'impôt compte tenu du fait que le loyer est extrêmement plafonné. Et pour avoir ce dispositif-là, il faut passer par une agence immobilière à vocation sociale pour avoir cette réduction. À Montpellier, des problèmes internes ont conduit à la dissolution de l'AIVS. Et finalement, c'est une autre association, Habitat et Humanisme, qui est en train de reporter le projet. On l'a évoqué en comité de pilotage, et c'est vrai qu'au niveau de la métropole, toutes les parties n'étaient pas vraiment au courant du dossier. Et une fois de plus, on leur disait il faut qu'on travaille ensemble, parce que si un bailleur privé et des bailleurs privés peuvent apporter du logement social, vu la pénurie à Montpellier, ça vaudrait le coup de s'y intéresser, d'injecter un petit peu peut-être de subventions et d'aider les associations, parce que nous on est des associations loi 1900, on n'a pas des fonds très importants, parfois on fonctionne surtout sur le temps libre des bénévoles. Et c'est vrai qu'on aimerait être un petit peu soutenu et d'un point de vue financier et d'un point de vue organisationnel. Ouais. En fait, si je vous entends bien, vous n'êtes pas dans une sorte d'opposition systématique. Au contraire, vous tendez la main, vous dites on a envie de travailler ensemble, de faire des choses, mais vous déplorez une sorte de méconnaissance technique de la part de la municipalité. Exactement. Moi, je suis née à Montpellier.
Ouais. Mes parents sont nés à Montpellier, mes grands-parents aussi. D'accord. Donc donc c'est une ville que j'aime. Oui, voilà. Je connais un peu la dynamique politique et bon, c'est quand même une ville qui a pris de l'ampleur grâce à Fraîche. Oui, on a eu des maires successifs qui ont quand même été marqués par la dynamique qu'il avait donnée. Ouais. Et moi, j'ai pas envie d'être dans l'opposition pour être dans l'opposition. Je vois pas l'intérêt. J'aime ma ville, j'ai envie que ça fonctionne. J'ai envie que au niveau régional, c'est vrai qu'on a été un petit peu en compétition avec Toulouse. On n'a pas vraiment gagné. On n'a pas vraiment pris la place qu'on aurait pu prendre. Vous parlez sur la recomposition des régions, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et ce qu'il faut, c'est que Montpellier se développe, qu'on reste attractif et qu'on permette justement aux investisseurs d'investir à Montpellier. Alors justement, puis on va terminer par là, ça sera ma dernière question. Vous avez évoqué à un moment à juste titre, cette accumulation que l'on a et qui tendent à, alors c'est sans doute pas concerté, mais à alourdir la barque du bailleur. Moi, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est compliqué d'être un bailleur. Est-ce que vous incitez en définitive les gens à investir dans de l'investissement immobilier, ou vous leur dites attendez, c'est peut-être pas si simple que ça. Qu'est-ce que vous en pensez en fait aujourd'hui de l'investissement alors en plus moi j'ai la double casquette où je suis aussi avocate en droit de l'immobilier, donc moi je ne vois que quand ça se passe mal. Donc forcément mais non, les problématiques qu'on a recensées au niveau du logement. Ouais. Les difficultés historiques, c'est impayé de loyer, dégradation locative, refus de quitter les lieux à l'issue d'un congé, et tout ce qui est problème de squat. Les difficultés procédurales, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ce sont les déclarations abusives au service de l'hygiène et tout ce qui est procédure de non-décence. Et ensuite, les nouvelles difficultés économiques et politiques, ça va être tout ce qui est rénovation énergétique, c'est ça. Augmentation de la taxe foncière, encadrement des loyers. Donc, ce sont tous les éléments qu'il faut mettre dans la balance pour réfléchir à son investissement locatif. Beaucoup de bailleurs ont acheté en se disant le montant du loyer va rembourser le crédit. Oui, sauf que si le loyer est plafonné et qu'il est inférieur au montant du crédit, on va peut-être avoir un problème à un moment. Donc, il faut prendre connaissance de tous ces éléments, prendre toutes les garanties possibles, que ce soit garantie loyer impayé ou le dispositif Visal qui est un pendant gratuit de la garantie loyer impayé, essayer de se prémunir au maximum de toutes les difficultés que l'on peut rencontrer et essayer d'anticiper au mieux. Ouais. Donc, à vous entendre, il faut réfléchir quand même aujourd'hui, avant de se lancer dans de l'investissement immobilier, peut-être pas y aller trop tête baissée, quoi. Ouais. Exactement, il faut faire ses calculs et puis peut-être se dire aussi que l'investissement locatif, l'investissement immobilier, c'est un patrimoine qu'on se constitue, mais c'est pas quelque chose qui permet de gagner de l'argent. On ne gagne pas d'argent à terme en tout cas. Oui, parce que alors surtout quand on achète dans de l'ancien, mais même dans du neuf, il peut très bien y avoir la chaudière à changer, un problème au niveau des menuiseries. On le voit, le bailleur a tous les ans et parfois tous les mois des dépenses, des imprévus. Donc pour gagner de l'argent, je suis pas certaine que ce soit le meilleur moyen. Maintenant, pour se constituer un patrimoine et placer une partie de ses revenus et de son argent, c'est effectivement une bonne option. Et ça reste d'actualité quand même. Oui. Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, Nina, je vous remercie infiniment pour vos commentaires, vos explications. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. À très bientôt, merci.
Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn, Éric Nicolier tout attaché. Et puis vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Immo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.